Un État n'est pas la somme de deux impuissances, et deux négations ne feront jamais une nation. Ce célèbre éditorial, publié le 10 mars 1949, il y a 76 ans, a valu à Georges Nakache 3 mois de prison, et le journal L'Orient une suspension de 6 mois. Dans cet éditorial, Georges Nakache critique violemment l'entente de 1943, qui mena à l'indépendance du Liban. Un pacte qui se résumerait à un simple refus de l'Occident et de l'Orient. Un pacte considéré comme national, passé entre Bchar al-Khouri et Riyad Salah en septembre 1943. Beaucoup le considèrent aujourd'hui comme celui qui a réparti les présidences des institutions entre les communautés. Mais comment sommes-nous arrivés là ? Remontons quelques années plus tôt. Depuis la victoire des Alliés en 1918 et la création du Grand Liban par le mandat français en 1920, la population est divisée entre ceux, notamment les chrétiens, qui souhaitent la protection de l'Occident, notamment la France, tandis que les autres, notamment les musulmans sunnites, souhaitent faire partie d'une nation arabe unifiée. Les années passent et certaines convictions se modèrent, parfois publiquement. En 1928, lors d'un congrès tenu à Damas, Riyad Salah, unioniste jusqu'aux ongles, avait déjà envisagé un ralliement sunnite à une entité libanaise réellement indépendante. Je préfère vivre libre dans une cabane au sein d'une patrie libanaise indépendante que coloniser dans un palais au sein d'un empire arabe, avait-il dit. En 1936, tandis qu'à Paris, on négocie des traités bilatéraux entre la France d'une part et la Syrie et le Liban d'autre part, le patriarche maronite Antoun Arida se dit favorable à un traité avec la France s'il mène à l'indépendance réelle du Liban, sans préjudice de ses rapports fraternels avec la Syrie sœur. C'est la première fois qu'un patriarche maronite parle de Syrie sœur. Quelques mois plus tard, en octobre 1936, lors de la conférence du Sahel, réunis au domicile de Salim Slem, les notables sunnites réitèrent leur revendication d'un rattachement à la Syrie. Mais l'un d'entre eux, Qasem Salah, se démarque. Il propose le maintien d'un Liban dans ses frontières de 1920, séparé de la Syrie, condition du détachement des chrétiens de la France et de l'épanouissement de son arabité. En 1937, le président Émile Eddé, maronite et fervent défenseur de la France, nomme pour Premier ministre Khayr-ed-Din el-Ahdab, ardent nationaliste arabe. El-Ahdab a accepté le concept de république libanaise et sera le premier Premier ministre sunnite de l'histoire du Liban, inaugurant une coutume. En 1938, le clivage entre Libanais est accentué. Les jeunes se rallient à des mouvements confessionnels. Les chrétiens opposent le concept de phénicité à celui d'arabité. Tripoli et Beyrouth sont le théâtre désormais de manifestations chroniques, parfois violentes. Youssef Saouda, pionnier du nationalisme libanais, va tenter de rassembler les modérés des deux camps. Lui qui répétait depuis le début du siècle que la vie du Liban réside dans l'unité de ses communautés et que les chrétiens et les musulmans ne savent même pas ce qui les sépare. Il prône depuis des décennies un Liban indépendant, multiconfessionnel, avec des relations respectueuses avec la Syrie. Plusieurs rencontres au domicile de Youssef Saouda entre notables chrétiens et musulmans vont accoucher le 10 mai 1938 du Pacte national libanais, qui stipule notamment l'indépendance du Liban, le renforcement de ses liens avec les pays arabes voisins, prélude à une alliance entre tous ces pays dans le cadre du respect de l'entité spécifique de chacun et l'égalité de tous sur base de justice et de compétences et non sur base confessionnelle. Mais en 1939, suite au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la France suspend la Constitution et les Libanais craignent une nouvelle famine. Les luttes entre Vichy et la France libre poussent les politiciens libanais à préparer l'indépendance. En 1943, alors que la France libre du général de Gaulle est affaiblie au Levant, la Constitution est rétablie et les politiciens libanais se préparent à proclamer l'indépendance. Bchar al-Khouri, soutenu par les Britanniques et qui plaide depuis des années pour un Liban arabe indépendant, est le favori de la course présidentielle. 2 jours avant son élection, le dimanche 19 septembre, il s'entretient dans le plus grand secret avec Riyad Salah. Ces deux hommes, qu'on appellera ensuite les artisans de l'indépendance libanaise, s'entendent sur les points essentiels. Répartition
équitable des pouvoirs politiques entre les communautés libanaises et indépendance dans les frontières actuelles. Le 21 septembre, Bachar el-Khouri inaugure cette nouvelle ère pour le Liban, dès son discours d'investiture. Le Liban doit demeurer pour les pays arabes qui l'entourent un voisin sûr, compréhensif et fraternel. Le lendemain, Riyad Salah est choisi pour former un gouvernement. Durant 2 semaines, le président et lui se concentrent sur l'écriture de la déclaration ministérielle. Il s'isole chaque soir dans la résidence de Bachar el-Khouri à Alay. Loin des regards, pèse chaque mot, sachant que ce discours va révolutionner la vie libanaise. Le 7 octobre, place de l'Étoile, Riyad Salah s'adressant aux députés, aux Libanais, mais aussi aux Français et aux Arabes, ne peut être plus clair. Notre première tâche est d'unifier les cœurs de tous les Libanais et de les faire communier dans le même amour pour leur pays. Le Liban est une patrie au visage arabe qui puise dans la culture occidentale ce qui lui est bon et utile. Le gouvernement agit en vue d'asseoir les relations entre le Liban et les pays arabes frères sur des bases solides qui garantissent le respect des États arabes à l'indépendance du Liban. La révolution est lancée. Ces 2 discours mèneront aux événements de novembre et à l'indépendance du pays. Depuis 1943, le pacte national est utilisé pour justifier des positions politiques. Or, ce qui a été convenu entre les 2 hommes, c'est une république indépendante qui n'est liée à aucun pays, ni à l'Est, ni à l'Ouest, en gros, une neutralité du pays. Ils ont également défini que le Liban fait partie du monde arabe, mais avec un cachet particulier. La répartition des postes entre les communautés, maronites, sunnites, chiites, n'est qu'une coutume qui s'est installée et enracinée avec le temps. Ces fonctions étaient occupées par des personnalités appartenant à ces dites communautés à l'époque. La déclaration ministérielle de Riyad Salah appelait clairement à la fin du confessionnalisme. Nous sommes sûrs qu'une fois le peuple imprégné du sentiment national, il souscrira volontiers à l'abrogation du régime confessionnel qui est un élément de faiblesse pour la patrie. Nous ferons en sorte qu'elle soit très rapprochée. Un vœu pieux qui ne s'est toujours pas réalisé, 82 ans plus tard.